OK. Donc, j'espère que tout le monde me reçoit parfaitement. On va donc y aller. Alors, l'agenda, je ne suis pas certain qu'on puisse finir aujourd'hui. C'est pour ça que c'est deux versions deux éditions, pardon, qui sont prévues. Mais si éventuellement nous parvenons à finir, ce serait bien, il n'y a pas de souci. Alors, donc l'agenda, je disais tantôt, c'est en gros, on va essayer de voir comment est-ce qu'on est parvenu en fait au système des noms de domaine. Il y a une petite histoire derrière ça. On va essayer ensuite de voir comment est-ce que le système a évolué. On va voir le contenu de ce fameux système des noms de domaine-là. Et puis, on va à la fin voir un peu comment est-ce que les mécanismes de résilience sont mis en place pour éviter donc des pannes et éviter que même lorsque les pannes surviennent, qu'elles, je vais dire, paralysent le réseau. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse mettre en place des mécanismes qui permettent d'éviter que les perturbations paralysent le réseau. Donc, sans plus tarder, on va aborder un tout petit peu l'histoire. Et pour ceux qui se souviennent, la dernière fois, lorsqu'on présentait de façon globale ce que c'est que Internet, on avait dit qu'Internet, globalement, c'est des ressources. Ça peut être des ordinateurs, mais ça peut être aussi aujourd'hui beaucoup de téléphones, surtout pour nous les Africains, par exemple. Environ 95-98% de la connectivité Internet sur le continent est fournie par les opérateurs mobiles GSM. Donc, beaucoup de téléphones, mais beaucoup d'autres types de terminaux qu'on ne connaît pas forcément de façon quotidienne, qu'on ne rencontre pas forcément de façon quotidienne. Mais vous pouvez avoir des imprimantes qui sont connectées à Internet. Vous pouvez avoir d'autres types de ressources qui sont connectées à Internet et qui fournissent des services variés. Donc, ce n'est pas forcément des ordinateurs seulement. Mais une chose est fondamentale. Une entité qui est connectée à Internet doit avoir ce qu'on appelle une adresse IP. C'est comme lorsque vous êtes enregistré sur un opérateur de téléphonie, vous avez forcément un numéro de téléphone. C'est avec ce numéro de téléphone qu'on arrive à vous joindre. Et ce que vous faites généralement quand vous voulez prendre les contacts des gens aussi, vous prenez leur contact, leur nom et vous enregistrez dans votre répertoire téléphonique. Si vous voulez, vous pouvez ne pas enregistrer dans le répertoire téléphonique et vous gardez le nom directement en tête, le numéro, pardon, directement en tête. Donc, ce qui se passe, c'est que sur Internet, tous les équipements qui sont connectés sur Internet, qui fournissent un service ou qui bénéficient d'un service, doivent avoir une adresse IP. C'est le numéro de l'ordinateur. Donc, l'adresse IP, il y a deux versions aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle l'adresse IPv4 et l'adresse IPv6. On avait déjà expliqué ça la dernière fois. C'est comme les numéros de téléphone qui sont sur 6 chiffres ou sur 8 chiffres et d'autres qui sont sur 11-12 caractères. Alors, pendant longtemps, les adresses IP ont été les entités qui ont été utilisées pour pouvoir identifier les ressources sur Internet. Et lorsque Internet avait commencé dans les années 1970, on avait déjà commencé par trouver le besoin, la nécessité de donner des noms plutôt que de garder ces fameux numéros qui sont trop longs là. Donc, qu'est-ce qui se passait? À l'époque, il y avait juste en fait des noms sur 24 caractères qui pouvaient être assignés. Et ces noms-là pouvaient... Il n'y avait pas encore, je vais dire, une nomenclature formelle, d'accord? Donc, on assignait les noms à la volée, en fait. On assignait les noms à la volée et c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'était à un seul endroit qu'on était capable de pouvoir donc mettre les informations liées à ces noms-là. Donc, il fallait trouver un endroit central où on décide tous que, OK, c'est dans cet endroit-là qu'on va dire tel nom correspond à telle adresse IP. Tel nom correspond à telle adresse IP. Comme vous faites dans votre téléphone, vous prenez d'abord le numéro de la personne et vous enregistrez, vous lui assignez un nom et ça va où ça va dans votre répertoire téléphonique.
quand vous changez de téléphone, généralement, vous vous arrangez pour transférer votre répertoire. D'accord? Ou comment vous faites quand vous avez, par exemple, un compte Gmail, etc. Vous synchronisez d'abord et lorsque vous changez le téléphone, vous connectez votre téléphone à votre compte et puis il va télécharger votre répertoire téléphonique. Donc, en fait, le répertoire d'Internet à cette époque était à un seul endroit et c'était un fichier, en fait, qui s'appelait host.txt. Et c'est là-bas qu'il y avait une seule entité qui avait la capacité d'aller modifier ce fichier-là, d'accord? Donc, chaque fois qu'il y avait un nouvel ordinateur qui devait se connecter à Internet et qu'on lui donnait un nom, il fallait envoyer un email, d'accord, à ce centre des opérations. Et c'est dans ce mail qu'il fallait dire, oh, voici le nom qu'on veut donner à cette machine-là qui a pour adresse IP XYZ. Et les ingénieurs ou les techniciens dans ce centre-là, donc, ils récupéraient le mail et puis ils essayaient de mettre à jour ce fichier. Bon, pour télécharger le fichier, vous convenez avec moi parce que tous les ordinateurs sur Internet avaient besoin de ce fichier. Tant qu'on a fait la modification dans le fichier central et que les ordinateurs d'Internet n'ont pas reçu le fichier, il y a un problème qui se pose. Donc, c'est de la même manière qu'il était, au-delà de mettre à jour le fichier, il fallait le distribuer. Et pour le distribuer, c'était aussi un vrai problème. Parce qu'une fois qu'on a édité, peut-être aujourd'hui, on est jeudi après-midi, mais ce n'est pas aujourd'hui comme la connexion est très rapide et puis on peut ne pas cerner le problème dans sa vraie dimension. Mais avant, c'était quelques kilobits par seconde comme connexion. Donc, pour télécharger le fichier même, c'était compliqué, c'était vraiment difficile. Et donc, toute la période 70 jusqu'à la fin des années 70, pendant plus d'une dizaine d'années environ, ça a été vraiment une problématique. Et au fur et à mesure que le réseau grandissait, c'était devenu plus compliqué encore. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu donc que pendant une dizaine d'années, il y avait des difficultés à gérer le fichier. Parfois, quand on envoie un email et qu'on donne un nom avec une adresse IP et que le technicien qui doit mettre à jour le fichier, il peut se tromper. Vous voyez, il peut mettre un E à la place d'un O, par exemple. Ça peut arriver. Et puis, identifier le problème et le corriger, convenez avec moi qu'il y aura des va-et-vient d'emails, ça va prendre le temps que ça va prendre et c'était devenu vraiment compliqué. Donc, pour synchroniser aussi le fichier, c'était catastrophique. Et alors, il a fallu à un moment donné réfléchir et trouver une solution, d'accord? Donc, réfléchir et trouver une solution, c'était déjà au début des années 80 que une réflexion a été donc menée et a produit un résultat concret qui est la naissance donc du système des noms de domaine. Et bien sûr, comment est-ce que ce système est apparu? Il fallait, dans sa conception, régler les deux problèmes majeurs qu'il y avait pendant donc les 10 années précédentes. Et c'était essentiellement de résoudre la difficulté de propager donc le fameux fichier centralisé et aussi comment est-ce qu'il fallait simplifier le routage des emails pour qu'on puisse rapidement recevoir ce fameux fichier. Mais aussi comment est-ce qu'il fallait faire pour rentrer les informations, que ce ne soit pas une seule personne ou un seul endroit, une seule entité qui ait la main sur la gestion de la mise à jour de ce fichier-là. Donc, c'est comme ça que finalement, le système des noms de domaine est né. Et il y a les RFC, on en avait parlé la dernière fois. Les RFC, c'est ce qu'on appelle les Requests for Comment. C'est en fait des documents qui décrivent des standards ou qui décrivent en tout cas la façon dont certaines je vais dire, dans un jargon simple, certaines choses doivent se produire sur Internet. Comment est-ce que les technologies doivent fonctionner? Par exemple, quand vous devez envoyer un email ou quand vous devez envoyer un texto, comment est-ce que ça va passer à travers le réseau? C'est dans les RFC qu'on dit ça. Le fameux protocole IP dont on a parlé tout à l'heure,
qu'il faut assigner à une ressource qui est connectée à un réseau informatique ou à Internet. Comment est-ce que cette adresse IP-là est formatée? Comment est-ce qu'il faut l'assigner à une machine? Tout ça, c'est dans les RFC que c'est dit. C'est des documents techniques. Et après, les équipementiers prennent maintenant ces documents techniques et ils implémentent ça dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, etc. Donc, vous venez vous brancher votre câble seulement et puis, tac, vous avez le réseau ou bien vous activez votre Wi-Fi, vous détectez des Wi-Fi, vous vous connectez. Mais derrière ça, en fait, c'est beaucoup de RFC que l'équipementier ou le fabricant de votre ordinateur a déployé pour que ça puisse fonctionner comme ça. Donc là, c'est Paul Moka-Petris et John Postel, les deux inventeurs du DNS. Donc, c'est à eux que nous devons aujourd'hui le fameux système des noms de domaine. L'un est déjà décédé, c'est John Postel, mais l'autre, il vit toujours. Paul Moka-Petris, c'est lui qui est à gauche, en bas comme en haut. Paul Moka-Petris, il vit toujours. Il a reçu beaucoup de distinctions. Même l'année dernière, encore, je pense qu'il en avait reçu une. John Postel aussi a reçu beaucoup de distinctions et lui, il est déjà décédé, malheureusement. Mais il a laissé un grand héritage à la postérité que nous continuons d'utiliser jusqu'à présent. Et l'une des images célèbres de John Postel, c'est celle qui est en bas à droite. Je pense que beaucoup de gens ont certainement déjà vu cette image-là. C'était dans son petit bureau au ISI, je pense, où il maintenait donc l'ensemble du système DNS jusque dans les années 98-99, où finalement, déjà même 97, 95, 97, oui, où il estimait que ça devenait vraiment compliqué, qu'une petite poignée de personnes puissent gérer le DNS et qu'au-delà des aspects techniques, il y avait aussi d'autres aspects qui commençaient par rentrer en jeu, comme les aspects de policy, de gouvernance. Et c'est comme ça que, par exemple, ICANN est né, d'accord? C'est donc à travers les différents, je vais dire, appels au pied de John Postel et Paul Moka-Petris et autres, qui commençaient par dire, écoutez, on ne peut plus continuer à maintenir dans notre petit bureau là, interne, le système des noms de domaine. Il faut qu'une entité neutre, une entité plus globale puisse gérer cela. Alors, comment est-ce que le système des noms de domaine a évolué? Donc, on a dit qu'en 1983, ils ont défini un nouveau système, John Postel et Paul Moka-Petris. Ils ont défini donc ce nouveau système qui avait permis de régler les difficultés qu'il y avait. Et l'une des difficultés qu'il y avait, justement, souvenez-vous, on avait dit que c'était le nommage. Le nommage, c'était sur 24 caractères. On pouvait avoir des collisions, on pouvait avoir des problèmes et tout. Donc, les deux ont réfléchi et se sont dit qu'il fallait mieux que le nouveau système soit orienté base de données. D'accord? Donc, une base de données dans laquelle on pourra insérer les informations, faire les modifications. Il y aura des contrôles derrière qui pourront donc être faits et on pourra s'assurer qu'il n'y a pas des erreurs ou des doublons, etc., etc. Cela ne veut pas dire que ça n'arrive pas, mais le système a été conçu en tout cas déjà pour adresser ces difficultés-là. Et donc, la structure globale de cette base de données, c'est ce qu'on appelle un arbre inversé. Un arbre, parce que vous allez voir, au fur et à mesure qu'on descend, en fait, on peut multiplier, on peut avoir plus de carreaux, là, les carreaux qui représentent en fait un nœud. Chaque carreau représente un nœud. On va expliquer ce que c'est qu'un nœud. Un nœud, en fait, c'est un élément, d'accord, du système des noms de domaine. Vous voyez ça un peu comme un arbre, comme les arbres que vous connaissez là, un manguier ou un baobab, etc., avec des feuilles, mais la racine, plutôt que d'être au sol, elle est plutôt en haut. Et les feuilles, au fur et à mesure que l'arbre grandit, donc les feuilles vont se multiplier et les branches aussi vont se multiplier. Mais au lieu que ça se multiplie vers le haut, vers le ciel, pour un arbre normal, chez nous, en technique, dans Internet, le DNS, la racine est plutôt en haut. Et les feuilles, au fur et à mesure que l'arbre grandit, les feuilles vont grandir vers le bas. D'accord? Donc, les tout premiers carreaux qui sont en dessous du point, là, par exemple, vous en voyez 4 ici aujourd'hui.
Mais il y en a plus de 1500 aujourd'hui sur Internet. D'accord? Sur Internet, il y a plus de 1500 ce qu'on appelle les top level domaines. Si vous voyez sur votre droite, sur la droite du slide, vous allez voir ce qu'on appelle le root, les top level domaines. Donc, les top level domaines, c'est les domaines de premier niveau. Il y en a en fait de deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les top level domaines, donc les domaines de premier niveau qui représentent les pays, comme le point CI pour la Côte d'Ivoire, le point BJ pour le Bénin, d'où je viens, le point TG pour le Togo. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis camerounais qui sont aussi là, donc le point CM, des Maliens, le point MA, la France, le point FR, etc. Le SN, le point SN pour le Sénégal, etc. Mais il y a une deuxième catégorie aussi de noms de domaine de premier niveau qu'on appelle les noms de domaine génériques. Et eux, ils sont sur plus de 2 caractères. Avant, ils étaient sur 3 caractères, mais depuis 2012, ils peuvent aller au-delà de 3 caractères. Et donc, on a des noms de domaine génériques qui sont sur 7, 8, 6 caractères, etc. Un exemple que vous connaissez énormément, c'est le .com. Le .com, il est sur 3 caractères, donc il fait partie des anciens 22 noms de domaine génériques qui existaient depuis plusieurs années. Mais en 2012, le système DNS a connu une grande avancée et au-delà des 22 noms de domaine génériques sur 3 caractères, il y a eu de nouveaux noms de domaine génériques qui se sont ajoutés, comme par exemple le point Africa. Je suis sûr que beaucoup parmi vous ont entendu parler du point Africa, qui est géré par des Sud-Africains et qui a pour vocation en fait de représenter l'identité de l'Afrique. Il y a le point Paris, il y a le point, vous avez aujourd'hui des points académie, des points job, des points, etc., etc. Vous avez même des marques de voitures qui ont leur propre nom de domaine, de grandes enseignes qui ont leur propre nom de domaine, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on appelle les noms de domaine de premier niveau. Et la racine, le nœud racine principal est le cœur de ce fameux système des noms de domaine. La dernière fois, pour ceux qui se souviennent ou qui étaient là, on avait parlé donc de la racine du DNS, on avait parlé des serveurs racines. Un des cours qu'on fera prochainement sera orienté purement sur la fameuse racine et vous allez voir plus en détail ce que c'est que cette racine-là. Je vous avais expliqué la dernière fois que, par exemple, vous en Côte d'Ivoire, vous avez aussi beaucoup de serveurs racines. Je pense que vous en avez 3 ou 4. Donc, on va parcourir ça lorsqu'on sera sur les serveurs racines bientôt. Donc, en gros, c'est ça l'espace de nommage du DNS, la hiérarchie que Paul Moka-Petris et John Postel ont mis sur pied. Et chaque fois qu'on descend d'un palier vers le bas, on dit qu'on est descendu d'un niveau. Donc, on a la racine qui est le niveau 0. Vous avez le niveau 1, c'est les codes pays et les noms de domaine génériques de premier niveau. Et quand vous descendez, un pas en dessous, vous avez donc les noms de domaine de second niveau. Vous pouvez avoir, par exemple, orange.ci ou bien mtn.ci ou bien, je ne sais pas, croixsud.ci, etc., etc., d'accord? Ou bien azalaï.ci, arcep.bj, etc. Donc, arcep, azalaï, etc., ça, c'est ce qu'on appelle des noms de domaine de second niveau. Alors, au lieu de rester sur 24 caractères maintenant, parce que c'était déjà une limitation à l'époque, lorsque Paul Moka-Petris et John Postel ont inventé le DNS, ils se sont dit, OK, on ne va plus rester limité sur 24 caractères seulement, on va faire beaucoup plus que ça. Et ils ont mis en place ce qu'on a appelé donc le fameux LDH. C'est une abréviation en anglais, Letter Digit Hyphen. Hyphen, c'est le trait d'union, le tiret de 6. D'accord? Donc, ce qu'on a appelé le LDH, c'est en fait les lettres, donc toutes les lettres de l'alphabet latin A à Z, d'accord? Les chiffres 0 jusqu'à 9, et puis le trait d'union. Donc, voilà les caractères qui pouvaient maintenant apparaître et qui pouvaient servir à former un nom de domaine.
Donc, quand par exemple, vous dites arcep.ci ou bien artci.ci, vous voyez, c'est des caractères alphabétiques, d'accord? Mais vous pouvez avoir, par exemple, rien n'empêche Orange, le réseau, l'opérateur Orange. Désolé si je fais référence à des opérateurs, je fais la propagande. Hein. Ça n'a rien à voir, je ne fais pas la propagande. C'est juste les terminologies qui me viennent rapidement à la bouche. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez avoir des noms de domaine où vous aurez, par exemple, toto03.com, d'accord? Ou bien arthur19.bj. Ce n'est pas exclu. D'accord? Voilà un exemple dans le chat, ixp-guinée, d'accord, .org.gn, d'accord? Donc, la Guinée, par exemple, eux, ils ont décidé de séparer, c'est une façon de faire et c'est chaque opérateur de ce registre-là qui décide comment est-ce qu'il va gérer. Après tout, c'est sa maison et c'est lui qui décide comment est-ce qu'il va gérer. Donc, par exemple, la Guinée, ils ont décidé de faire des .org, des .com, des .edu certainement, je ne sais pas trop, en dessous de leur .gn. D'accord? Et ils ont défini comment est-ce que les noms de domaine vont être attribués. Oui, .pharmacie, par exemple, pour les noms de domaine génériques. Merci beaucoup, effectivement, Eva. Donc, voilà les exemples. Et vous voyez, dans le IXP-Guinée, il y a, par exemple, le trait d'union qui apparaît. Mais vous n'allez pas voir dans un nom de domaine le tiret de 8, qui, lui, est souvent orienté plutôt vers le bas. D'accord? C'est le tiret de 6 qui est au milieu que vous verrez dans un nom de domaine. D'accord? C'est comme ça la nomenclature qui a été définie au départ. Bon, après, on va voir qu'il y a eu beaucoup de changements. Vous savez, la technologie ne reste pas figée. Il y a beaucoup de changements au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Vous allez même voir, et je profite pour le dire, il y a aujourd'hui les emojis, comment ça s'appelle là, les émoticônes qui apparaissent dans des noms de domaine. Vous pouvez enregistrer un nom de domaine avec un émoticône directement. Bien sûr, généralement, vous n'irez pas chez le .ci ou le .bj, par exemple, pour enregistrer ça parce que les codes pays, en tout cas, beaucoup n'autorisent pas ça. D'accord? Mais il y a beaucoup de noms de domaine génériques qui autorisent ça. Et vous pouvez enregistrer un nom de domaine, par exemple, au lieu de faire smiley.com, je ne sais pas, c'est juste un exemple, vous allez donc prendre l'emoji qui représente le smiley et c'est ça qui va représenter votre nom de domaine. Par contre, il y a des problèmes qui peuvent apparaître là-bas à cause de ça. Vous savez, et je pense que vous avez certainement fait la remarque, vous allez constater que lorsque vous faites un émoticône, un emoji sur votre peut-être iPhone, et que vous le faites apparaître, par exemple, dans une application, je dis n'importe quoi, dans une application peut-être comme Gmail, d'accord? Vous avez envoyé un email, je prends un cas plus concret, vous avez envoyé un email de votre client Gmail à quelqu'un ou à 3 personnes, d'accord? À 3 personnes. Quelqu'un utilise aussi un client Gmail, l'autre utilise un client un peu spécial qu'il a bidouillé lui-même. Et puis quelqu'un d'autre utilise le texte normal. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les emojis peuvent s'afficher différemment. Alors que vous avez fait un emoji smiley, un smiley, pardon, pour dire que c'est le sourire. Mais l'autre va recevoir quelque chose de différent, ou il va même carrément recevoir les caractères directement. Donc, il ne va pas recevoir la représentation graphique. Et donc, ça pose des problèmes aujourd'hui, ces emojis-là dans les noms de domaine. Mais ça, c'est une autre discussion, on va en parler une autre fois. Donc, les noms de domaine, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les noms qui sont assignés au nœud. D'accord? Donc, on a dit par exemple qu'en dessous de la racine, il y a les noms de domaine, les nœuds de premier niveau qui correspondent aux noms de domaine de premier niveau, comme le .com, le .ci, le .bj, le .gn, le .de, etc., etc. D'accord? Et lorsque vous descendez plus bas, d'accord, donc chaque fois que vous descendez d'un niveau vers le bas, le nom de domaine, c'est la concaténation, c'est la combinaison donc, de toute la chaîne depuis le haut vers le bas. Donc, si vous voulez aller enregistrer, par exemple, eva.com,
D'accord? Eva doit aller chez .com pour aller enregistrer Eva. Et son nom de domaine sera donc eva.com. Et elle va dire, je veux gérer mon domaine eva.com. On va le voir tout à l'heure. .com va dire, je te fais la délégation pour que tu gères eva.com. Vous voyez, c'est comme vous êtes enfant jusqu'à l'âge adulte et puis vous décidez de fonder votre foyer et vous vous mariez, vous avez des enfants et c'est vous qui gérez votre famille. Vous voyez? Et ce n'est pas votre papa qui va venir ou votre maman qui va venir gérer votre famille pour vous. En général, lorsque vous êtes marié, que vous fondez votre famille, c'est vous qui avez autorité sur votre famille, n'est-ce pas? Mais votre papa, il est votre géniteur. Mais quand il vient, il demande le propriétaire de la maison, c'est vous. Bien qu'il soit votre papa, bien sûr, il y a les réalités africaines qui veulent que, bon, le papa, enfin, le grand-père a toujours sa place. Mais c'était juste pour donner un exemple. Donc, on va faire de la délégation, on va le voir tout à l'heure. Mais avant de voir la délégation, il y a une notion très importante qu'on appelle, c'est un thème technique, mais ce n'est pas compliqué. C'est ce qu'on appelle le FQDN. Le FQDN, c'est en anglais, en fait, Fully Qualified Domain Name. En français, on peut dire que c'est le nom de domaine entier, d'accord? Ça permet, en fait, d'identifier de façon unique une seule ressource sur Internet. Une seule ressource sur Internet. Pour donner l'exemple dans la vie courante, qu'est-ce qu'on fait en général lorsque lorsque vous êtes un bébé, vous prenez le nom de famille de votre papa et on vous donne un prénom. Maintenant, imaginez lorsque vous grandissez que vous avez un enfant, mais au lieu de lui donner uniquement votre nom de famille que vous-même vous avez hérité de votre père, qu'est-ce que vous faites? Vous allez assigner le prénom, vous allez lui assigner un prénom, oui, mais vous allez lui assigner votre prénom comme nom, plus votre nom que vous avez hérité vous-même de votre papa. Et c'est ça qui va permettre de façon unique de pouvoir identifier votre fils. Parce que si un jour arrivait et que votre fils portait le même prénom, d'accord, qu'un autre cousin, par exemple, à lui, comment est-ce qu'on fait pour distinguer lequel je prends un exemple, Jean-Paul. Comment on fait pour savoir si c'est Jean-Paul, l'enfant de Eva, ou bien c'est Jean-Paul, l'enfant de Yazid, qui est en fait le frère de Eva? On ne peut pas savoir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour distinguer de façon unique? D'accord? On va donc, à chacun des Jean-Paul, on va dire Jean-Paul, Yazid, Akanho. Ensuite, on va dire Jean-Paul, Eva, Yedidja, etc., etc. Donc, on fait tout pour que chaque fois qu'on descend, celui qui vient de naître, pour pouvoir l'identifier de façon unique, on va lui rattacher tous les noms jusqu'à la racine. Et là, on est sûr qu'on ne peut pas avoir deux personnes qui ont ce même nom-là jusqu'à la racine. C'est vraiment pas possible parce qu'il faudra parcourir un seul chemin pour pouvoir arriver là-bas. Donc, c'est ça qui est le chemin en bleu, par exemple. Vous avez le www, exemple, comme et la racine. Et généralement, vous allez voir, c'est des points qu'on met entre les différents niveaux. Donc, vous allez dire www.exemple.com. Il y a le point qui revient à la fin, mais généralement, on ne le sait pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, quand vous tapez www.artci.ci, il y a en fait un point à la fin que vous ne mettez jamais, mais tenez-vous tranquille. Votre ordinateur lui-même sait mettre le point là et il le fait toujours. À votre insu, vous ne le savez jamais. Il le fait pourquoi? Parce que justement, la fameuse racine dont on a parlé, qui est le cœur de ce système des noms de domaine et qui permet donc de pouvoir de façon unique décider vers quelle est la personne vers laquelle on est en train d'aller, quel est l'ordinateur vers lequel on est en train d'aller. Donc, on a parlé de domaine et on a dit un domaine, voyez un domaine comme dans la représentation réelle, physique. Un domaine, c'est un espace, d'accord? Donc, un espace qui comporte certainement plusieurs entités sous lui.
J'aime bien donner ou faire l'allusion lorsqu'on parle du domaine par rapport au territoire. D'accord? Vous voyez, on a dit par exemple que tout à l'heure, en dessous de la racine, c'est les domaines de premier niveau. Et il y a les domaines de premier niveau qui représentent les pays. Donc, vous voyez, hein, le CI, d'accord, c'est donc le domaine de la Côte d'Ivoire sur Internet. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'identité numérique liée à la Côte d'Ivoire, qui est le point CI. Donc, tout ce qui est en dessous du point CI est sous la responsabilité du CI, parce que c'est le domaine CI, d'accord? Que ce soit les institutions, que ce soit des personnes individuelles qui aient enregistré un domaine en point CI, toutes ces personnes appartiennent donc au domaine CI, d'accord? Alors, le domaine représente, je vais dire, l'espace, d'accord? Mais pour la gestion administrative de cet espace-là, comme par exemple, on a dit le point CI représente donc le domaine, l'espace géographique de la Côte d'Ivoire, il y a un président. Tout comme pour le point BJ, le Bénin, il y a un président qui va gérer quoi? Qui va gérer la zone administrative du pays. C'est de la même manière que dans le système des noms de domaine, le domaine est lié à une entité qu'on appelle la zone. D'accord? Et la zone est la représentation administrative, en fait. D'accord? Du domaine. Quand on dit représentation administrative, automatiquement dans votre tête, vous voyez qu'il y aura donc une gestion qui va en être faite. Il y aura des entités qui vont faire une gestion particulière sur ce domaine-là. C'est exactement de la même manière. Et tout comme dans les pays, vous avez les préfectures. Je pense, Eva, sous ta validation, vous aussi, en Côte d'Ivoire, vous avez les préfectures, non? C'est bien ça? Ou comment ça se passe, la gestion administrative? Oui. OK, Nous avons OK. également des préfectures. Voilà. Et à l'intérieur, par exemple, de Abidjan, vous avez Enfin, Abidjan est un district et à l'intérieur, vous avez les communes de Makori, Exactement. Abobo, n'est-ce pas? Donc, C'est ça. voyez ces démembrements administratifs-là exactement de la même manière ici. Et l'État central, le gouvernement, donc qui gère administrativement le point CI, lorsque il y a un préfet d'un département, l'État central va déléguer la gestion, d'accord, du territoire du préfet. Il va déléguer la gestion au préfet. Je pense que chaque commune a également le maire. Vous avez certainement le maire d'Abobo, le maire de Makori, qui a l'autorité sur la commune. Donc, il a reçu mandat de qui? Il a reçu mandat certainement du préfet, d'accord, qui lui-même a reçu mandat du ministre de l'Intérieur et du président de la République. C'est à peu près la même chose. Donc, chaque fois que vous décidez que, OK, mon domaine, il est grand, quelqu'un est venu pour, en quelque sorte, prendre un espace de mon domaine, soit je vais gérer moi-même son espace, ou soit je vais lui déléguer la gestion de son espace. Comme on vient de donner l'exemple des mairies, des communes, des préfectures, etc., etc. Donc, chaque fois que le patron, le parent, d'accord, je vais pas, bon, le patron, c'est peut-être un peu trop dit, mais le parent, d'accord, va déléguer donc à une entité en dessous de lui, il va donc créer un enfant, d'accord? Et donc, il y a la zone parent qui est la grande zone à l'intérieur de laquelle il y aura plusieurs zones qui seront donc des zones. Chacune des zones en dessous de la zone parent seront des zones enfants, d'accord? Et le parent va déléguer la gestion de la zone enfant à l'enfant lui-même, d'accord? On va le voir plus tard. Donc voilà, les zones, c'est des frontières administratives, comme on a dit tantôt. Hein. Je ne pense pas que le maire d'Abobo aille interférer dans les affaires, par exemple, qui concernent la commune de Makori. Il faudra certainement, soit de façon collaborative, dialoguer ensemble,
pour gérer des problèmes communs ou bien se référer à son parent qui est le préfet, par exemple, etc., etc. Donc, c'est à peu près la même chose. La zone est gérée vraiment par… la zone délimite l'étendue du domaine et c'est tout ce qui est en dessous de la zone qui est géré donc par l'administrateur de la zone. Et chaque fois que le parent va donc faire une délégation à son enfant, donc il va dire qu'il est en train de créer une nouvelle zone. D'accord? Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'en dessous de la racine, il y a plus de 1500 zones. D'accord? Il y a plus de 1500 noms de domaines de premier niveau. Donc la racine qui est gérée, entre autres, par ICANN, d'accord? Chaque fois qu'il y a, donc en 2012 par exemple, quand il y a eu plus de 1200 nouveaux noms de domaines qui ont été insérés dans la zone racine du système des noms de domaine, ICANN a fait donc les délégations chaque fois, a fait les délégations aux enfants qui allaient être administrateurs sur leur zone. Donc le point pharmacie, le point Africa, le point Paris, etc., etc., ils ont reçu délégation donc de la zone racine. Okay? Et à l'intérieur, on a dit tout à l'heure l'exemple de eva.com. Eva va recevoir délégation donc de celui qui gère le .com pour dire, OK, le .com accepte que c'est Eva qui va gérer la zone eva.com. Et c'est elle qui décide d'en faire ce qu'elle veut. Et de l'administration, et de l'administrer, pardon, de la manière dont elle le désire. Alors, qu'est-ce qui est contenu dans ces fameuses bases de données dont on est en train de parler tantôt? C'est des données. C'est des données qu'on appelle des enregistrements. D'accord? Et chaque fichier de zone a sa façon d'être géré. Donc, je viens de sauter une étape. Chaque zone a un fichier de zone, d'accord? Le fichier de zone, c'est juste un fichier texte même en fait. C'est un fichier texte comme vous créez les fichiers texte pour mettre des notes sur vos ordinateurs. C'est un fichier texte, mais qui a un format spécifique. Il a un formatage, une manière de renseigner les informations dedans. Et c'est quand le serveur va charger ce fichier maintenant que ça devient en fait une base de données, si vous voulez. Maintenant, il y a plusieurs façons de faire, mais ça, c'est technique. Ce n'est pas vraiment le but de ce cours ici. Donc, chaque zone a un fichier de zone dans lequel on va renseigner tous les éléments liés à la zone. D'accord? Et c'est vous qui décidez qui fait partie de votre zone en fonction de la façon dont vous êtes en train d'enrichir votre zone. Et donc, chaque élément que vous enregistrez dans votre fameux fichier de zone s'appelle un enregistrement de ressources. D'accord? Voyez les enregistrements de ressources un peu comme, je vais dire pour faire une simulation, hein, une similitude, comme les personnes individuelles ou comme les entités donc dans la commune. Dans la commune, vous allez voir des marchés, vous allez voir des hôpitaux. À l'intérieur de l'hôpital, vous allez voir des médecins, vous allez voir des pharmaciens, vous allez voir des neurologues, etc., etc. Bref, vraiment, c'est tout un ensemble de données qu'on appelle des enregistrements de ressources. Et si, par exemple, vous avez des serveurs de mail, si vous avez des serveurs web, vous allez mettre des enregistrements qui correspondent aux ressources que vous avez. D'accord? Donc, si vous avez un serveur web, vous allez mettre un enregistrement qui correspond à un serveur web. Et quelqu'un qui vient donc et qui voit un peu votre fichier de zone, il sait à peu près ce que vous avez comme enregistrement, comme information à l'intérieur de votre zone. D'accord? Donc, le fichier de zone, on vient de le dire, c'est un fichier et puis il représente en fait chaque zone. Donc, chaque zone a au moins un fichier de zone. Mais non, pas souci de sécurité, etc. On peut dupliquer les fichiers de zone comme on le veut. Et chaque fichier de zone, pour mettre un enregistrement, il y a un formatage donné. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un format donné. On ne va pas vraiment rentrer dans les détails ici. C'est quand on veut faire des cours orientés purement techniques pour les ingénieurs, pour les techniciens qu'on rentre dans les détails. Donc, je vais passer ça tout simplement, ce champ-là aussi. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs types d'enregistrements. Aujourd'hui, on en a plus de 80 et vous pouvez aller sur ce lien-là pour voir en fait les différents types d'enregistrement. Donc, si vous voulez mettre une adresse IPv4, si vous voulez mettre une adresse IPv6, si vous voulez mettre un serveur, un nom de serveur,
qui a autorité sur la zone en question, donc l'administrateur de la zone. En quelque sorte, vous voyez que c'est le NS qui correspond par exemple au maire pour la commune. Donc, pour déclarer qui est le maire de la commune de Makori, vous allez dire NS avec le nom du maire. Bon, ça, c'est le jargon des techniciens. On ne va pas vraiment rentrer dans les détails. OK? Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure au début, c'était une adresse IPv4 ou une adresse IPv6. Donc, si vous voulez faire IPv4, vous allez dire A. C'est comme ça que dans DNS, on reconnaît une adresse IPv4. Mais IPv6, on reconnaît ça avec AAAA. D'accord? C'est une syntaxe tout simplement. Donc, un exemple d'enregistrement, vous avez exemple.com. Vous voyez encore le fameux point final là. NS. Donc, NS, c'est name server. Donc, on est en train de dire qui est le serveur qui a autorité sur la zone. Et c'est ns1.exemple.com. D'accord? Donc, qui est le maire de la commune de exemple.com? Le maire de exemple.com, c'est ns1.exemple.com. D'accord? Les enregistrements, non, je ne vais pas rentrer dans cette partie-là. Ça, c'est purement technique. Donc, quand par exemple, on veut faire la délégation pour dire, ah, bon, le parent accepte qu'il a un nouvel enfant et il délègue la gestion de la zone de l'enfant à l'enfant lui-même, il y a une façon de le faire aussi. Le parent va dire, OK, d'accord, bon, je reconnais la zone enfant, donc je reconnais mon enfant et j'accepte que c'est lui qui est l'administrateur de sa zone, d'accord? Imaginez par exemple un père qui a peut-être 4 enfants, il a beaucoup de patrimoine, il va créer par exemple peut-être un testament pour dire comment est-ce qu'il va répartir ses biens, qui est l'administrateur de telle catégorie de biens, qui est l'administrateur de telle catégorie de biens. C'est à peu près cela. D'accord. Le Blue Records, non, je ne vais pas aborder ça. Le Stat Authority, on ne va pas aborder ça. Ça, c'est vraiment les détails techniques. Ce n'est pas nécessaire ici. Sachez juste que tout ça, là, c'est des enregistrements. D'accord? On a dit, dans chaque commune, on n'a pas les mêmes types de ressources. D'accord? Vous pouvez avoir un centre de loisirs dans cette commune alors que vous n'en avez pas dans l'autre. Vous pouvez avoir une salle de cinéma 3D alors que vous n'en avez pas dans l'autre commune. Vous pouvez avoir un terrain de foot ici alors que vous n'en avez pas là-bas, etc. Donc, en fonction de la zone, en fonction de ce qui est contenu dans la zone, vous allez avoir plusieurs types d'enregistrements qui vont apparaître. Mais vraiment, ça, c'est les détails purement techniques et on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, ici, on va aborder le processus de résolution de nom. Souvenez-vous, on a dit au départ que vous tapez juste www.artci.ci, mais vous ne savez pas que derrière, en fait, votre ordinateur va faire ce qu'on appelle la résolution de nom pour connaître l'adresse IP sur laquelle il y a le fameux www.artci.ci. Mais vous allez seulement et vous voyez votre ordinateur qui vous affiche quoi? Il vous affiche ARTCI, je pense que c'est la télévision, radio-télévision, je pense. Donc, il va vous afficher le site web de la radio-télévision. Peut-être que vous voulez suivre le dernier journal, l'édition, la dernière édition du journal, par exemple. Eh bien, ah non, ARTCI, c'est plutôt l'autorité de régulation, je pense, autant pour moi. Donc, vous irez là-bas et puis vous allez voir le site web qui va s'afficher et qui va fournir plein d'informations. Mais en fait, comment vous avez fait comment votre ordinateur a fait pour connaître le site web de l'autorité de régulation sur le grand Internet là, d'accord? C'est la résolution de nom qui s'est passée pour que votre ordinateur puisse voir. Voilà, c'est RTI pour la radio-télévision nationale. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui se passe? On rappelle que le système des noms de domaine, on a dit que c'est une base de données distribuée dans laquelle il y a des informations. Et on a dit que, pour ceux qui suivaient très bien, on a parlé de name server tout à l'heure, qui est celui qui fait autorité et qui a toutes les informations en fait de la zone, parce que c'est sur le name server qu'on a le fichier de zone. Donc, quelqu'un qui cherche une information sur la zone, c'est chez le name server qui va partir pour dire, oh, mon ami, tu es .com, je cherche des informations sur eva.com. Est-ce que tu connais des informations sur eva.com? Et le .com va dire, ah, oui, je connais eva.com, mais je lui ai délégué la gestion de eva.com. Donc, si tu cherches quelque chose en dessous de eva.com, bon, moi, je ne peux pas te répondre, mais il faut aller chez le gars à qui j'ai donné la délégation pour gérer eva.com. Lui, il va te fournir les informations. Et donc, il faut aller maintenant chez le name server qui gère eva.com et lui poser la question.
C'est ça qu'on appelle en fait la résolution DNS. Et pour ça, il y a deux grandes entités qui interviennent. Les fameux name servers qu'on a dit tout à l'heure, c'est eux qui répondent aux requêtes parce que c'est eux qui ont les fichiers de zone, le fichier de zone dans lequel il y a les différents enregistrements, si vous vous souvenez bien. Mais il faut quelqu'un pour aller poser les questions parce que lui, il a les enregistrements, mais si personne ne vient lui poser les questions, il ne va jamais répondre. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième type de serveur dans le DNS qu'on appelle les résolveurs. D'accord? Donc, les résolveurs, c'est ceux-là qui sont chargés d'aller poser les questions jusqu'à trouver la réponse. Et votre ordinateur, c'est au résolveur qui va s'adresser. D'accord? Votre ordinateur, vous avez tapé www.rti.ci. Votre ordinateur va dire, mon ami, qu'est-ce que tu me fais là? Moi, je ne connais pas ce que tu me demandes. OK, mais attends, je vais voir dans ma configuration. Il y a un gars qu'on appelle résolveur, je vais aller lui demander. D'accord? Et il va donc chez le résolveur, il dit, résolveur, il y a quelqu'un qui vient de me demander à aller vers www.rti.ci. S'il te plaît, trouve-moi l'adresse IP correspondant à ça. Tout comme vous faites quand vous rentrez dans le répertoire pour aller chercher le numéro de quelqu'un. Généralement, quand vous voulez appeler quelqu'un que vous avez appelé, je ne sais pas, il y a 2 semaines ou 3 semaines, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas son numéro en tête. Ou même peut-être que vous l'avez appelé le matin, mais vous n'avez pas le numéro en tête parce que c'est peut-être 9 chiffres, etc. Vous faites quoi? Vous rentrez dans le répertoire, vous cherchez le nom et paf, vous lancez l'appel. Maintenant, imaginez que le répertoire n'était pas sur votre téléphone. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? En général, quand vous n'avez pas le numéro de quelqu'un sur votre téléphone, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez quelqu'un qui connaît le numéro et vous envoyez un WhatsApp, vous dites, hey, s'il te plaît, je vais appeler le directeur de tel service, mais je n'ai pas son numéro. Est-ce que tu as son numéro? Ah oui, je l'ai. Non, je ne l'ai pas, mais laisse-moi, je vais appeler un ami, je pense que lui doit l'avoir. Dans la vie sur Internet, c'est à peu près pareil. D'accord? Donc, les ordinateurs n'ont pas en fait les réponses et ils doivent aller chercher. Mais celui à qui confie le rôle d'aller chercher, c'est celui-là qu'on appelle le résolveur. Et lui, il a pour fonction vraiment d'aller chercher. Il cherche, il doit poser toutes les questions partout jusqu'à trouver. Donc, imaginez maintenant qu'on ait un seul résolveur. Waouh, ça va poser un problème. Un seul résolveur pour répondre à des milliers de questions, ça va le fatiguer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On développe beaucoup de résolveurs pour que la charge soit moindre sur les résolveurs. Et de l'autre côté, imaginez que le name server qui doit répondre aux questions, il soit aussi seul. Waouh, ça aussi, ça va faire beaucoup de travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On duplique, d'accord? On fait ce qu'on appelle de la réplication des name servers. Donc, on va multiplier les instances de name server beaucoup. On va en déposer à Yamoussoukro, on va en déposer à Makori, on va en déposer à etc. D'accord? Pour qu'on puisse avoir beaucoup de réponses plus rapidement et que les serveurs ne soient pas fatigués. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la réplication. Et le résolveur aussi. Imaginez que moi, je suis à la maison ici, on est peut-être une vingtaine de personnes, ou imaginez même que vous êtes dans votre service, vous êtes peut-être 120 personnes, d'accord? Et c'est la pause à midi, 40 personnes veulent aller sur rti.ci pour aller voir peut-être la dernière édition de la météo ou le journal, etc. Tout le monde va taper www.rti.ci. Les ordinateurs de ces 10 personnes vont s'adresser au résolveur. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que c'est optimal si le résolveur va toutes les fois, les 10 fois là, interroger, chercher la réponse à la question www.rti.ci et chaque fois il va chercher ces réponses, ça va le fatiguer aussi. Donc il y a une notion qu'on appelle le caching. Le caching, c'est, si vous voulez, enregistrer et garder en mémoire une réponse qu'il a obtenue en espérant que quelqu'un d'autre va venir tout à l'heure et va poser la même question. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder une réponse qu'il a déjà reçue. Il va garder ça en mémoire. Et si un autre utilisateur vient lui poser la question, il va simplement, au lieu d'aller chercher encore les réponses sur Internet, il va dire, oh non, j'ai déjà la réponse. Mon ami, tiens, voilà la réponse. Et puis, c'est vraiment très rapide. D'accord? Donc, c'est ça le caching et la réplication. Donc ici, c'est les composants du DNS qu'on a déjà abordé. Les serveurs récursifs,
qui sont les résolveurs, qui vont donc se charger d'aller chercher les réponses aux questions. Et puis, ils vont toujours s'adresser en fait à ce qu'on appelle les name servers qui, eux, comportent en leur mémoire les fichiers de zone. Les fichiers de zone qui eux-mêmes sont des fichiers qui comportent en fait les informations sur la zone. Donc, on a dit tout à l'heure, le maire, c'est celui qui a autorité sur sa commune. Et on a dit tout à l'heure que dans le DNS, c'est le name server, d'accord, le NS qui a autorité donc sur une zone, d'accord. Donc, on va définir aussi la notion de autorité sur la zone, d'accord, tout comme on vient de parler du maire et de la commune. Et il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, vous voyez, dans l'administration, on a le maire et on a son adjoint, d'accord? C'est de la même manière que sur Internet, lorsque le maire n'est pas présent, au moins pour que la commune continue de fonctionner, l'adjoint va gérer, d'accord? Donc, c'est à peu près de la même manière qu'on va dire, attention, il ne faut pas qu'il y ait un seul serveur autorité sur la zone. Si lui, il n'est pas disponible, ça veut dire que toutes les questions qui vont venir auxquelles il doit répondre et qui concernent la zone qu'il administre, on ne pourra jamais avoir de réponse. D'accord? Donc, il y a un RFC 2721, je pense, j'ai oublié, mais c'est un Best Current Practice, BCP, donc BCP System, qui dit, attention, il ne faut pas avoir un seul serveur autoritaire, il faut donc qu'il y ait de la redondance et il faut s'assurer aussi qu'il ne soit pas dans le même réseau. D'accord? Donc, le maire adjoint va s'assurer, par exemple, qu'il ait sa propre voiture, que sa maison de fonction ne soit pas dans le même quartier que le maire, que son bureau soit peut-être à l'autre aile du bâtiment. Bref, pour s'assurer que on va toujours éviter que le maire et son adjoint voyagent sur le même vol, etc., etc. D'accord? Donc, c'est des mesures de précaution pour éviter que la commune soit paralysée parce qu'on a perdu en fait les deux autorités de la commune. Et donc, on a déjà vu le processus de résolution de noms. Il faut aller chercher les noms de façon récursive. C'est le resolver qui va interroger autant de name server que nécessaire jusqu'à obtenir en fait la réponse et il va retourner à notre ordinateur. Donc, on va voir étape par étape la procédure de résolution de noms. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Votre ordinateur, ici représenté par un téléphone, il va donc s'adresser, je vous l'avais dit tout à l'heure, il va s'adresser au serveur resolver. C'est déjà configuré dans le téléphone, rassurez-vous. Quand ce n'est pas configuré, vous n'avez pas Internet. Ou en tout cas, vous avez Internet, mais vous ne pouvez pas naviguer. D'accord? Donc, il y a une configuration qui se fait généralement par DHCP. Pour ceux qui se souviennent, la dernière fois, on avait dit comment est-ce que les ordinateurs obtiennent la fameuse adresse IP. Quand vous êtes, vous, sur le réseau téléphonique, vous achetez une carte SIM. Et la carte SIM, l'opérateur a déjà assigné un numéro à ça. Donc, vous, quand vous connectez votre ordinateur à un réseau, l'administrateur du réseau a déjà fait les configurations pour que quand quelqu'un vient se connecter, il puisse recevoir une adresse IP. S'il n'a pas fait cette configuration-là, ça veut dire que manuellement, chacun qui vient, on doit mettre une adresse IP et on doit mettre aussi le fameux resolver dans sa configuration. Et donc, le resolver, une fois qu'il reçoit la question, ici, la question, c'est quelle est l'adresse IP de www.exemple.com. D'accord? Et donc, le resolver va dire, mon ami, OK, tu sais, moi, je ne sais pas, mais je suis chargé d'aller chercher les réponses. Et pour aller chercher les réponses, il va d'abord chez le père de famille, le patriarche, si vous voulez, le président de la République. D'accord? Il va chez lui, c'est ce qu'on appelle sur Internet, souvenez-vous, c'est le point, c'est la racine. Donc, il va chez la racine et il dit, je cherche www.exemple.com. La racine va lui dire, oh mon ami, tu ne peux pas venir me demander www.exemple.com parce que moi, je n'ai pas
Allô, Yazid, on t'entend plus. Hein? Allô, Yazid? Un instant, s'il vous plaît. Je crois que Yazid a eu une coupure d'Internet. Il va nous répondre dans quelques instants. Merci. Donc, j'ai eu un souci indépendant de ma volonté. Veuillez bien m'en excuser. J'espère que tout le monde me reçoit à nouveau. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. Donnez-moi un tout petit instant, s'il vous plaît. Je viens de constater une petite anomalie ici que je dois rapidement corriger. Autant pour moi. Je pense aussi qu'on est pratiquement à la fin de la présentation pour aujourd'hui. Donc, accordez-moi juste 2 minutes. Oups, je pense qu'il y a eu un souci. Ah, je vois ce qui s'est passé. Aïe, aïe, aïe. Autant pour moi. Désolé. OK. Voilà, c'est bon. Donc là, je suis de retour. J'espère que vous me recevez tous. C'est bon? 5 sur 5. Super, merci. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'adresser, donc, le resolver, il va s'adresser au .com et il va dire, mon ami, je cherche www.exam.com. www.exam.com, mon ami, ce n'est pas chez moi, d'accord? Mais je te renvoie vers exam.com, d'accord? Et le resolver, lui, n'est jamais fatigué. Son travail, c'est d'aller chercher les réponses. Donc, il va gentiment encore prendre son bâton de pèlerin et il va partir chez le serveur qui administre la zone de exam.com, d'accord? Donc, le fameux name server qui gère exam.com. Il va dire exam.com, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire qui est www.exam.com? Et exam.com va lui dire, ah oui, www.exam.com, il fait partie de ma famille, c'est moi qui le gère, effectivement, il est dans mon fichier de zone et voici son adresse IP. Et quand le resolver a l'adresse IP, maintenant, il va dire, ouf, enfin j'ai la réponse, je peux répondre à l'ordinateur qui m'avait posé la question au départ. Et il va dire à l'ordinateur ou au téléphone, voici l'adresse IP de www.exam.com. Et c'est seulement à ce moment maintenant que l'ordinateur va dire, oh, OK, d'accord, je peux maintenant aller vers www.exam.com. Donc, vous voyez tout ce qui se passe entre le moment où vous avez tapé www.rti.ci et la page de rti.ci que vous avez obtenue. Il y a beaucoup d'interrogations qui vont se passer, mais vous n'êtes jamais au courant de cela. Et je pense qu'on va arrêter la présentation de ce soir ici. Parce qu'on a déjà passé 1 heure. Je suis sûr qu'il y aura aussi beaucoup de questions. On va continuer certainement la deuxième partie donc, de DNS la prochaine fois. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Eva? Oui, c'est parfait, Yazid. Merci beaucoup pour cette présentation. Elle était très bien. Je pense que nous allons maintenant passer à la série de questions. Nous avons 30 minutes pour que l'expert de l'ICANN puisse répondre à vos questions en fonction de la présentation qu'il a faite. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poster dans le chat. Merci beaucoup à Yazid. En tout cas, c'était assez clair comme présentation. Sur la notion de name server, de resolver, je pense que c'était quand même assez clair. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous prenons les questions.
Pendant ce temps, Euh, je veux aussi lancer un pool. C'est juste quelques questions pour voir, pour évaluer en fait le niveau d'appréciation et améliorer également les prochaines présentations. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à répondre aux questions qui vont s'afficher. C'est juste des clics, ce n'est rien de sorcier. Et ce n'est pas lié au nom non plus. D'accord? C'est complètement transparent. d'accord. Je pense que le temps que les questions se positionnent, Yazid a envoyé le questionnaire de satisfaction. Vous avez juste quelques minutes, 1 minute pour y répondre et nous allons continuer. Merci. Donc, pendant que les réponses aux questionnaires évoluent, n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut y aller. Je pense que je vois une question dans le chat, c'est ça? Quel rôle jouent les registres de noms de domaine dans le DNS? Ah, merci beaucoup. Justement, ça fait partie de la large panoplie de terminologie. Les registres, je ne l'ai peut-être pas clairement, explicitement dit. Les registres, c'est eux qui gèrent les fameux TLD qu'on a vu tout à l'heure, où on a dit qu'il y en a plus de 1500 aujourd'hui. Et il y a les registres qui sont pour les pays, donc sur 2 caractères. Donc, déjà, je ne vais pas dire les registres sont sur 2 caractères. C'est les domaines pays, d'accord, qui sont sur 2 caractères. Donc, le point BJ, le point CI, d'accord. Et ces domaines de premier niveau, d'accord, sont gérés maintenant par des entités qu'on appelle les registres. C'est bon? Donc, c'est le registre qui gère le domaine de premier niveau. Donc, vous avez, tout comme vous avez des registres pays, vous avez aussi des registres pour les noms de domaine génériques. D'accord? Au Bénin, le registre officiellement, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste qui a ensuite fait le choix de déléguer la gestion du code pays par un administrateur technique. Quel est le modèle en Côte d'Ivoire? C'est pareil. Je pense C'est que pareil. ici, Ah, voilà. non, ici plutôt, c'est la RTCI qui gère Voilà. le point Le CI. point CI. Voilà. Et Donc, je pense que directement c'est pareil pour la plupart des pays de la des sous-région. pays. Il y a beaucoup de pays, Et effectivement, de la sous-région où c'est directement l'autorité de régulation. Il y a un département en interne qui gère le registre, voilà, qui fait office de registre. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? oui, je crois qu'il y a d'autres questions. Je vais te les présenter. Il y a Eladj Diania qui demande de revenir sur la notion de GTLD et de CCTLD, c'est-à-dire les Les noms de domaines domaine génériques génériques, et les noms de domaine pays. Je pense pays, que ce n'est d'accord. pas assez clair. D'accord, merci. Donc, souvenez-vous, on avait dit tout à l'heure que le DNS, c'est l'espace de nommage, d'accord? Et cet espace de nommage a pour point central la racine. Tout part de la racine. Et après la racine, on a dit que le premier niveau, donc vous voyez ça comme un sous-sol, si vous voulez. Donc, vous voyez la racine et puis vous avez un étage plus bas, un étage encore plus bas, un étage plus bas, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un arbre qui est inversé. Maintenant, en dessous de la racine, c'est les domaines donc de premier niveau. Et il y en a de 2 catégories. Il y a la catégorie des domaines qui représentent directement les pays, d'accord? Et c'est ça qu'on appelle les CCTLD, les Country Code Top Level Domain. Donc, les noms de domaines de premier niveau représentant les pays. Ça, c'est directement lié au pays et c'est les codes ISO 3166 qui définissent le nom. Donc, quand on dit par exemple le Bénin, pourquoi est-ce que c'est .bj sur Internet? C'est parce que le code ISO 3166 du Bénin, c'est BJ. Bon, il y a une histoire derrière ça. Je ne sais pas si vous voulez la connaître. Mais le CI, par exemple, la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas vraiment eu de conflit. Et c'est pour ça que CI, ça faisait Côte d'Ivoire directement. D'accord? Mais nous, on a eu un problème. Le Bénin ne s'appelait pas Bénin au départ, ça s'appelait Dahomey. D'accord?
Et au moment où le code ISO 3166 a été mis en place, c'était en 1975, je pense. Et le Bénin, enfin, le Dahomey a changé de nom, d'accord, en Bénin en 1974, d'accord, une année avant, ok. Mais il se fait que malheureusement, on n'est pas allé au niveau de ISO pour se déclarer, d'accord. On a été en retard, on a traîné. Et quand ISO est né, BE, ça faisait Belgique, d'accord? Et ISO dit, OK, quand vous venez et que vous n'étiez pas là au départ et que vos deux caractères qui représentent votre pays est déjà utilisé, on va parcourir l'alphabet latin là, dans l'ordre et on va voir la prochaine lettre qui peut vous être attribuée. C'est comme ça que Bénin, qui devait recevoir BE, mais qui n'était pas présent, c'est la Belgique qui a reçu. BF, qui est la lettre qui vient après E, c'est Burkina Faso. Donc, le BF a reçu son BF. BG, je ne sais plus quel pays c'est, je ne sais plus si c'est Bulgarie ou quoi. Bref, BG était occupé, BH était occupé, BI était occupé. Et finalement, la prochaine lettre qui était disponible, c'était le J. C'est comme ça que le Bénin a reçu le fameux point BJ. D'accord? Et donc, chaque pays a reçu son code de caractères comme ça. D'accord? Souvenez-vous, encore une fois, DNS, c'est 1983, d'accord? Et donc, les codes pays, lorsque le DNS a été mis en place, on a récupéré seulement les codes ISO pour pouvoir faire les CCTLD. Les GTLD, eux, c'était les codes sur 3 caractères. Ça a été défini aussi comme ça par les pionniers d'Internet. Et c'est comme ça qu'eux, ils étaient sur 3 caractères. Et on les appelait les noms de domaine génériques. Génériques parce qu'ils ne sont pas liés à des pays. Ils n'ont pas une identité géographique. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on les appelle génériques. N'importe qui peut aller là-bas. Bon, ils ont leurs règles aussi pour pouvoir attribuer des noms. Et finalement, il y en avait 22, d'accord? Juste en 2012. En 2012, c'est vrai que c'est avant 2012 que le processus a commencé, mais ICANN a dit, oh, 22 noms de domaine génériques, ça ne favorise pas la compétition et tout ça. On va augmenter les noms de domaine génériques. On va ouvrir l'espace de nommage. Et c'est comme ça qu'il y a eu près de 1200 noms, nouveaux noms de domaines génériques qui ont été attribués, d'où les fameux points Africa, les fameux points pharmacie dont on a parlé déjà tout au long de la présentation. Voilà, merci. J'ai été peut-être un peu trop long, mais il fallait que j'explique très bien. Je pense que ça a été très clair. Merci pour la question. Et il y a Eladj même qui l'a signifié dans le chat. Okay, merci beaucoup. D'accord. Donc, on continue avec la série de questions. Il y a la question de Brahim qui dit FAI peut héberger le recursive server dans son réseau local. Je pense que c'est plus une contribution qu'une question. Oui. Désolé. On passe à la question de Eric Chogbo qui demande comment connaître le NS d'un nom de domaine. Par exemple, si je veux connaître le NS de onipi.com. Ah, d'accord. OK. Alors, je vais peut-être vous faire, ça c'est quand même bien, on va faire un mixage je vais dire, de présentation et de démo. Donc, je vais changer de, comment ça s'appelle là? Je vais vous montrer ça. Donc là, je veux passer sur le terminal. En fait, Yazid veut dire qu'il va faire un live. Est-ce que vous voyez mon terminal? Oui, on voit le live. D'accord. Bon. Donc, quelqu'un veut connaître en fait les noms les NS qui sont autoritaires sur le onipi.com. C'est bien ça? Alors, exact. Il peut juste faire un dig, d'accord? Il va faire NS, d'accord? Et il va faire onipi. Pardon, je suis d'accord, .com. S'il veut, il peut ajouter le point à la fin. S'il veut, il peut laisser et il fait ça. Et voilà. Donc, la question a été posée. Onipi.com, je veux celui qui gère, qui est le parent
d'accord, sur onipi.com. OK? Et donc, le fameux utilitaire dig m'a répondu et m'a dit, ah, tu as reçu la réponse. Il y a 2 personnes qui font autorité sur onipi.com. Il y a un serveur qu'on appelle WOO, donc wow.emu.net, et il y a amazing.emu.net. D'accord? Si je veux connaître leur adresse IP, c'est possible. D'accord? Donc, je peux juste faire dig a, d'accord, amazing.emu.net. D'accord? Et voilà, j'ai la réponse ici. Il me dit que c'est 135.181.57.206. Donc, voilà l'adresse IP qui est autoritaire. Là où il y a le fichier de zone de onipi.com, c'est cette adresse IP-là. Yazid, oui. Je vais juste ajouter que lorsque vous mettez A, c'est pour demander, il vous ramène une adresse IPv4. Exact. Si vous voulez une adresse IPv6, vous devez ajouter 4A, comme il a mis en surbrillance avec sa souris. C'est juste. Donc, vous voyez tout ce qu'on a vu dans le cours tout à l'heure, on est en train de le voir en direct ici, en fait, dans la démo. Donc, la question était vraiment très, très bienvenue. Merci. Très bien. Yazid, également, oui. si le type d'enregistrement que le demandeur souhaite avoir n'est pas précisé, si vous faites seulement dig sur l'adresse, il vous sortira tous les enregistrements. Exactement. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Merci. À Eric pour la question. Très belle question. On continue avec Paggy Malonda qui demande: le résolveur est configuré par défaut sur le système d'exploitation ou sur les clients web? Ah, merci. Là aussi, c'est une très belle question. Alors, aujourd'hui, les deux sont faisables. Aujourd'hui, enfin, pendant longtemps, c'est directement sur le système d'exploitation qu'on pouvait aller à travers un utilitaire, une configuration. Vous faites des clics, 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 et puis vous pouvez voir là où vous pouvez mettre. Généralement, on va sur l'icône du réseau, on fait le clic droit, propriété, etc. Et puis, vous avez là où vous mettez l'adresse IP, vous pouvez aussi mettre DNS en bas. C'est là-bas qu'on mettait ça. Mais aujourd'hui, tellement la technologie évolue que chaque navigateur peut avoir son resolver configuré. Chaque application peut avoir son resolver configuré. Donc, vous avez un ordinateur, mais vous avez 10 resolvers différents qui font des travaux différents, des tâches différentes et qui répondent, qui vont chercher des réponses et qui prennent les requêtes de différentes applications sur le même ordinateur. Voilà. Je pense que c'est clair. OK, nous continuons. Il nous reste moins de 15 minutes. On va aller rapidement. Nous avons une question de Krabi. Je lis sa préoccupation. Ma préoccupation est: quelle grande différence y a-t-il entre les noms de domaine attribués par un serveur DNS de Windows, par exemple, et ceux joignables depuis Internet, tels que Google, par exemple? Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question. Peut-être que on peut peut-être laisser la parole directement. Mais là, je pense que oui, tu vas lui activer son micro. Oui, je le cherche dans le chat. Moi-même, je n'ai pas trop bien saisi la question. Peut-être que... OK. Allô? Allô, Krabi? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah oui, bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, ma préoccupation, c'est que généralement, quand sur les serveurs Windows, là, on a des noms de domaines locaux qu'on n'a pas l'habitude de configurer sur des machines. Il y a des serveurs DNS qui font l'attribution locale, en fait. Ah, d'accord, OK. Voilà, j'aimerais comprendre, quelle grande différence y a-t-il entre ces noms de domaines qu'on donne en local là et ceux qu'on a, par exemple, pour joindre des serveurs sur Internet, en fait? Ah, OK. Merci pour la question. Alors,
Ces serveurs Windows ou DNS qui peuvent même ne pas être Windows, mais vous-même, vous avez sorti la réponse, ça a vocation locale. Donc, vous avez une infrastructure, vous avez une entité, d'accord, et vous avez plusieurs machines à l'intérieur. Mais même les techniciens, je les mets au défi de donner l'adresse, enfin, de citer 10 adresses IP. Le serveur mail, peut-être il y a 4 serveurs mail, il y a peut-être 10 serveurs applicatifs qui sont dans des régions différentes, etc., etc. Il y a des serveurs de fichiers, il y a des serveurs de bases de données, etc., etc. Donc, c'est difficile de garder les adresses IP. C'est pour ça que même en interne, dans votre système d'information, vous aurez besoin d'un serveur DNS, mais qui sera à usage local. D'accord? Donc, vous allez avoir pour votre infrastructure un nom de domaine et votre serveur sera autorité sur le domaine, mais ce ne sera pas un domaine qui est publié sur Internet. D'accord? Donc, c'est ça la différence. Ah, d'accord. Un peu comme les adresses IP publiques et pour ceux des réseaux locaux. C'est à peu près ça. C'est le meilleur exemple, effectivement. Merci. Je vous en prie. Merci, Krabi, pour votre question. Donc, après Krabi, nous allons progresser avec la question de Manuela. Comment se fait la résolution de nom dans le cas de plusieurs serveurs DNS pour un seul FQDN? Ah, ok, super. Pour ça, je vais juste retourner sur le TP qu'on a lancé. Alors, regardez, vous voyez toujours l'écran? Allô, Eva? Allô? Oui, on voit ton écran, ton terminal. D'accord. Alors, regardez bien. Je vais vous montrer le NS1. NS1.your-server.de. Il a une adresse IPv4 213.133.106.251. Mais regardez, c'est le même nom encore ici, ns1.your-server.de, qui a une adresse IPv6 maintenant, d'accord? Qui a ce nom-là, vous voyez, qui a cette adresse IP-là. Et rien n'empêche que vous ayez encore un autre ns1.your-server.de avec une nouvelle adresse IPv4. Donc, un même nom peut avoir plusieurs adresses IP. Tout comme vous êtes une personne, mais vous avez 2 numéros de téléphone MTN, vous avez 2 numéros de téléphone Move, etc. C'est la même chose. Donc, c'est bien possible. Je crois que c'est bon, Yazid? Oui. On peut progresser? Oui. D'accord. OK. On continue avec la question de Daniel Bajok. Peux-tu nous expliquer, Yazid, la différence entre le serveur DNS, entre le DNS, le serveur de nom de domaine, et DNS, système de nom de domaine, ou c'est juste une question de terminologie? Ah, OK. Alors, le DNS, c'est système des noms de domaine. En anglais, Domain Name System. Maintenant, vous voyez que c'est un système qui définit en même temps un service. Le service qui est fourni, c'est comment associer ou comment translater un nom en une adresse. D'accord? Et on a dit tout à l'heure que pour ça, il y a 2 grandes catégories de serveurs qui vont intervenir. Les fameux resolvers qui prennent les questions et qui vont chercher les réponses. Et les fameux name servers qui, eux, sont là pour répondre aux questions. Donc, eux, c'est des serveurs qu'on va appeler des serveurs DNS. Pourquoi? Parce qu'on les a configurés pour qu'ils puissent avoir le service DNS qui est fonctionnel. Donc, il y a le service DNS qui est en fait le service qui représente le système des noms de domaine DNS. J'espère que j'ai été... donc, il y a le système d'un côté qui est l'ensemble, le grand complet, que ce soit les serveurs, plus les noms, plus l'architecture qu'on a vu tout à l'heure. Mais il y a aussi le service qui est en fait l'élément du réseau qui écoute et qui est là pour fournir ces réponses-là. Voilà. C'est bon. Je crois que c'est bon.
On termine avec cette question d'Epiphanie Hackathon. Y a-t-il une différence entre NSLOOKUP et le DIG? Ah, OK. Bon, DIG, c'est Unix et Linux-like. Mais NSLOOKUP, je pense que c'est beaucoup plus sur Microsoft, sur Windows. On a les NSLOOKUP. D'accord? Bon, en général, NSLOOKUP, il n'est pas aussi flexible que DIG. DIG est vraiment très riche, il y a beaucoup d'options et on peut mieux comprendre la sortie de DIG, alors qu'avec NSLOOKUP, en général, ce n'est pas aussi fourni que DIG. C'est clair. OK, il y a une question de Abonon Sedami. Elle demande, j'aimerais demander quel est le terminal qui permet d'interroger les DNS? Non, vous ouvrez juste un terminal comme vous ouvrez sur votre Linux, si vous avez un Linux, et puis vous tapez l'utilitaire DIG. Par défaut, il est installé. Voilà, donc l'utilitaire, c'est DIG. D'accord. Donc, Abonon, si la réponse n'est pas assez claire, vous pouvez le signifier dans le chat. On déverrouillera votre micro pour que vous puissiez mieux expliquer. Sinon, nous avons terminé avec la série de questions. Elle demande, et si je suis sur Windows? Ah, OK, oui, sur Windows, moi aussi pendant longtemps, j'ai utilisé et j'avais des problèmes avec le NSLOOKUP. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé DIG. Vous pouvez installer DIG sur Windows en téléchargeant Bind. Vous allez par Google et vous dites juste DIG pour Windows. Vous allez voir, il y a des tutos. C'est pas compliqué. En quelques 2-3 opérations, normalement, c'est bon. Et puis, vous ouvrez votre commande.com et puis vous aurez DIG qui est disponible. Sinon, par défaut, en fait, il n'est pas embarqué dans Windows. Donc, il faut aller télécharger Bind pour Windows, mais vous n'installez pas le serveur. Vous lui dites que vous voulez juste l'utilitaire DIG et puis ça va se faire. Il y a pas mal de tutos sur Google pour ça. D'accord. Je pense que non, ça doit être plus clair maintenant. Merci pour votre question et nous terminons cette série de questions. Nous avons été ravis de partager ces 1h30 de webinaire avec vous. Nous espérons que vous avez pris plaisir à écouter, à apprendre de nouvelles notions pendant ce webinaire. Donc, vous avez toujours le sondage qui est disponible pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Ah, bon, j'ai fermé déjà. Ah, tu as fermé. Oui, bon, Sorry. je pense que 51 ou 52 personnes ont répondu. Merci à ceux qui ont répondu. L'idée, c'est vraiment de voir si le webinaire ou en tout cas le meeting tel qu'il est fait, est-ce qu'il répond aux attentes et s'il y a besoin de corriger ou d'améliorer des choses, n'hésitez pas à en parler, soit à Eva, soit à moi-même directement. Le but étant de servir la communauté, de vous servir et de permettre à ce que on s'engage plus pour ceux qui sont intéressés, pour les techniciens à aller mieux voir dans vos configurations si tout est bien pour que Internet puisse continuer à fonctionner correctement. Voilà. Exactement. Merci, Yazid. Merci. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de questions. C'est plus des remerciements. Merci à tout le monde. Comme je le disais, l'enregistrement de tout ce que nous avons présenté aujourd'hui vous sera envoyé par email, mais également disponible sur YouTube, publié sur nos différents canaux, c'est-à-dire Facebook et Twitter. Yvette pourra nous mettre l'identifiant Facebook et Twitter de nos canaux, mais également si vous avez des demandes spécifiques, vous pouvez nous envoyer un email
à info@fgi.ci. Si vous avez du contenu que vous n'avez pas pu avoir, si vous voulez une présentation, si vous voulez la présentation qu'on a faite aujourd'hui, on va normalement vous l'envoyer. Mais si vous n'avez pas reçu, vous pouvez faire une demande spécifique en envoyant un email en nous envoyant un email. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, il y a Yvette qui nous a mis l'identifiant Facebook de la page FGI Côte d'Ivoire. Nous avons créé un tweet là-bas sur le webinaire d'aujourd'hui pour récupérer vos différentes questions, pour récupérer vos commentaires et vos avis également pour qu'on puisse améliorer ces webinaires que nous faisons. Si vous avez des observations, vous pouvez les partager avec nous. Notre objectif, comme Yazid a dit, c'est de vraiment servir la communauté. Donc, Allô, Eva? Oui, Eva, je viens juste de me rendre compte en fait qu'il restait, je vais dire, 10 slides à parcourir. Et les 10 slides, je pense qu'on va pouvoir les couvrir lorsqu'on va aborder le serveur, la racine, d'accord, le root server system. Donc, je pense qu'on avait annoncé partie 1, mais finalement, je pense que l'objectif est atteint. Il n'y a plus vraiment grand-chose à ajouter de façon particulière. Donc, on peut considérer qu'on peut passer à la prochaine étape et il y aura plus de partie 2 pour DNS. Je pense, pour cette partie de présentation, introduction au DNS. D'accord. Super. D'accord. Donc, selon notre calendrier, notre prochain webinaire est prévu pour excusez-moi, pour le 10 septembre. Donc, le 10 septembre, on se donne rendez-vous encore. On vous enverra le lien d'inscription par mail sur nos différents canaux. Vous pouvez vous abonner pour avoir les notifications. Donc, pour chaque webinaire, il faut s'inscrire et vous recevrez les différentes informations, le ID, plus le mot de passe pour pouvoir vous connecter. Maintenant, quand vous vous connectez, et pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Zoom, si vous vous inscrivez, vous pouvez nous écrire aussi sur nos canaux pour qu'on vous apporte une procédure d'utilisation de Zoom. Voilà, pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, sur ce, je vous ai mis le lien Facebook pour ajouter les commentaires, les questions supplémentaires pour ceux qui en ont. Et je vous souhaite une excellente soirée et un bon après-midi selon votre fuseau horaire. Et on se revoit le 10 septembre. Bye. Bye bye. Au revoir. Portez-vous bien.